Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Média Radio, la radio qui décrypte la fête des Lumières. Cette célébration emblématique de Lyon, mais qui, on l'oublie bien trop souvent, est une fête avant tout religieuse et spirituelle. Heureusement, nous sommes là pour une petite piqûre de rappel, alors ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas grand-chose aux origines de cet événement international, nous sommes là pour les 3 semaines qui viennent, et oui parce que le 8 décembre approche à grands pas. Alors pour vous préparer et être au courant de tous les grands points de rendez-vous, les fêtes, les célébrations qui auront lieu tout au long de ces 4 jours de célébration, suivez-nous. Donc vous vous en doutez, je ne serai pas seule aujourd'hui pour en parler. La plupart se trouvent d'ailleurs avec moi aujourd'hui pour présenter notre première émission. J'accueille tout d'abord la force tranquille de notre équipe, un journaliste qui arrive toujours à dénicher le bon sujet, Hugo Cléchet. Bonjour Hugo. Bonjour Marine-Sophie. Un journaliste pour qui Stéphane Bern est une véritable rockstar, vous l'avez compris, l'histoire c'est sa passion et on aura bien besoin de son expertise durant ces prochaines semaines. Bonjour Antoine de Cléty. Bonjour Marine-Sophie. Un journaliste pour qui l'information et l'actualité se traduit aussi simplement que sur une infographie. Et croyez-moi, pour m'y être essayé, l'exercice n'est pas si facile. L'analyse et la synthèse de sujets n'ont pas de secret pour lui. Bonjour Quentin Girardon. Bonjour Marine-Sophie. Alors aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde derrière un micro, mais elles sont bien présentes. Derrière les platines et au montage, une journaliste au sens créatif et à l'imagination débordante, Maëva Comsi. C'est grâce à elle que vous pouvez nous écouter, mais aussi nous voir aujourd'hui, une journaliste au charme discret et à la plume volontaire, Mathilde Riboulot. Et enfin, une journaliste qui nous manque beaucoup aujourd'hui, mais qui est sur le terrain au moment où l'on parle pour nous apporter de beaux articles à lire très prochainement, Chloé Garcia Doré. Donc moi je me présente, c'est Marine-Sophie Brudon et je vous propose aujourd'hui, avec l'aide de mes acolytes, de débattre sur le commercial qui a pris ou non le pas sur le religieux durant cette fête des Lumières. Une question qui nous a beaucoup intrigués et intéressés, nous en débattrons tout à l'heure avec notre invitée qui a bien voulu accepter notre invitation, Catherine de Rigaud. Elle nous parlera également de la véritable origine de cette fameuse fête des Lumières. Donc on s'est longtemps posé la question de si le mot débat était judicieux et la réponse de certains de nos interlocuteurs nous a fait beaucoup réfléchir et nous espérons qu'elle vous fera aussi réfléchir. Vous pouvez d'ailleurs commenter et poser vos questions sur Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit de taper Allo Média. Et depuis hier, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos articles sur notre site tout beau, tout neuf, www.allo-media.wixsite.com. Vous retrouverez cette adresse sur tous nos réseaux sociaux. Et bien maintenant que les présentations sont faites, nous allons entrer dans le vif du sujet, religieux, spirituel, fête commerciale qui attire les touristes. Quentin, on va commencer par toi. Tu as pu parler du sujet avec un théologien, je crois. Absolument, oui. Mais alors finalement, elle date de quand cette fête? Car on a tout entendu jusqu'ici. Alors rappelons-le, la fête des Lumières, c'est avant tout une fête catholique. Il y a une confusion sur son origine religieuse. Beaucoup pensent que la Vierge Marie a sauvé Lyon de la paix ce fameux jour du 8 décembre. C'était en réalité le 8 septembre 1643. Le théologien lyonnais Pierre de Martin de Viviès connaît bien les origines de la fête des Lumières. L'histoire est partie vers 1850 avec la nécessité de réparer le clocher de la petite église de Fourvière. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, la grande basilique que l'on voit partout à Lyon n'est pas encore construite. Et donc cette fameuse statue de la Vierge Marie que tous les Lyonnais connaissent et qui trône fièrement sur la colline de Fourvière, elle date de cette époque ou pas du tout? Alors les catholiques lyonnais en profitent pour construire un clocher plus important et à son sommet, effectivement, ils placent une statue de la Vierge Marie. L'inauguration est prévue à la base pour le 8 septembre 1852, le jour donc où les Ségevins ont prié Marie pour se protéger de la peste en 1643. Seulement la statue n'est pas livrée à temps, la fonderie en bord de Saône est totalement inondée cette année-là à cause des fortes pluies que Lyon a connues durant l'été. L'inauguration est reportée à la prochaine fête mariale, soit le 8 décembre, et le soir même, malgré une annulation de l'événement par l'église à cause de la pluie, tous les Lyonnais illuminent leur ville. Et depuis, la tradition perdure. Mais pour recentrer du coup sur notre débat, est-ce que cette commercialisation de la fête des Lumières prend le pas sur le spirituel ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que le côté commercial de la fête des Lumières prend de plus en plus d'importance, mais il ne faut pas oublier que pour les catholiques, cette célébration permet toujours d'évangéliser de nouvelles personnes et aussi de recontextualiser la fête dans son histoire religieuse. De son côté, la municipalité fait en sorte de valoriser le patrimoine religieux de la ville. Pendant ce temps, le groupe des missionnaires du 8 décembre est très actif, un constat que fait chaque année Pierre de Martin de Viviès. Les
centaines de jeunes qui se dispersent dans la ville pour justement expliquer un peu aux gens d'où ça vient et inviter aussi, pourquoi pas, à faire une petite halte spirituelle, pas uniquement courir les lumières, mais pourquoi pas entrer quelques minutes dans le bâtiment pour un temps de prière, rencontrer un prêtre. Donc rencontrer un prêtre et même pouvoir se confesser, c'est dire si l'aspect religieux de cette fête est encore bien présent. Bah oui, j'imagine bien. Mais du coup, vous, Hugo, par rapport à cette commercialisation de notre fête des Lumières, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr que le patrimoine religieux est mis en avant, ça c'est clair et net. Après, on va pas se mentir, je pense que pour beaucoup de Lyonnais, et surtout pour beaucoup de touristes, la religion est fortement mise de côté pendant cet événement, parce qu'il est devenu énorme, c'est le quatrième plus gros rassemblement au monde, donc ce qui est une aubaine pour les commerçants, pour l'économie lyonnaise, mais pas forcément pour la religion. La SNCF recense, je crois, 16 000 trajets en plus chaque année. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose d'énorme qui a des conséquences donc positives, comme je disais, mais aussi parfois négatives. Par exemple, pour la culture lyonnaise, je prends souvent l'exemple des bouchons lyonnais qui font normalement de la nourriture travaillée, traditionnelle. Ouais. C'est un vrai savoir-faire et donc qui peut se perdre quand on voit l'énormité de tout le monde que ça rassemble. En fait, forcément, il faut s'adapter et donc la nourriture est faite à la chaîne. On perd de cette qualité forcément. Puis après, c'est vrai que quand on parle aux Lyonnais, on se rend compte que de moins en moins se retrouvent dans cette fête des Lumières. Ils ont tendance à être blasés, voilà, à ne plus se reconnaître dedans. C'est le constat en tout cas que j'en fais aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le nombre croissant des touristes qui arrivent chaque année à Lyon pour célébrer la fête des Lumières, finalement éloigne les Lyonnais de leur fête, de cette fête qu'ils célèbrent chaque année ? Je pense qu'à Lyon, il y a quand même un noyau dur, donc fait à la fois de Lyonnais et de pratiquants catholiques, qui sont extrêmement attachés à cette fête et à toute la valeur religieuse qu'elle comporte, et qu'à regarder la montée des flambeaux le soir du 8 décembre, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et voilà, ils ne s'intéressent pas seulement, comme on pourrait penser, des vieilles personnes ou des parents de famille. Ça intéresse aussi énormément de jeunes, parce que le 8 décembre au soir, il y a une messe à Fourvière qui est uniquement dédiée aux jeunes, donc avec soit des jeunes qui travaillent dans des paroisses, soit des jeunes catholiques, et soit aussi même des scouts. Donc ça montre qu'il y a quand même vraiment une effervescence encore autour de ça, de la part des Lyonnais et des pratiquants lyonnais. Ouais. D'accord. Et du coup, face aussi à toutes ces célébrations qu'on peut voir, place des terreaux, place Bellecour, tous ces événements qui sont bien évidemment magnifiques, est-ce qu'ils peuvent finalement prendre cette attention sur des événements qui peuvent sembler plus modestes, mais qui sont finalement tout aussi beaux quand on se rend soit dans des petites paroisses ou dans des célébrations de quartier. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore être attaché à quelque chose de plus profond que finalement à des spectacles de son et de lumière ? Je pense que c'est le problème qu'il y a aujourd'hui quand on voit l'ampleur de la fête des Lumières aujourd'hui. Quelqu'un qui va venir de façon extérieure, donc un touriste ou un simple participant, va pas être au courant en fait de toutes les démarches qui sont faites par les Lyonnais eux-mêmes, par les paroisses, par tout cet aspect plus spirituel, plus religieux et plus traditionnel en soi. Et voilà, donc va rester dans ce qu'on lui montre, donc les grandes projections, les grands spectacles de lumière. Et tout ce noyau dur dont a parlé Quentin est là et existe sûrement pas moins qu'avant, et prend sûrement autant de place. Mais je pense doit trouver les bons moyens de se faire connaître, puisque je pense pas que la ville de Lyon les aide beaucoup. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que finalement les paroisses sont aidées ou on donne des moyens aux paroisses ? Est-ce que la ville de Lyon fait quelque chose pour ça ? Moi, je crois que ça a surtout permis aux paroisses de sortir de leurs églises et de sortir sur les parvis. Et ça fait du bien à tout le monde d'aller à la rencontre, c'est vrai, peut-être de cette foule qui submerge sûrement un peu. Et ça a permis l'embellissement des églises. Ça permet, oui, aux paroissiens d'aller au-devant de touristes, de gens de passage, pour les inviter peut-être aussi à avoir un moment de recueillement, peut-être pour les instruire aussi sur cette fête de la Vierge. Alors peut-être tout le monde ne sera pas touché, mais dans le fond ce n'est pas grave. Ça permet aussi aux Lyonnais de découvrir leurs églises, leurs monuments absolument magnifiques et tout ce qui se vit aussi dans les paroisses. Et moi je pense que l'un n'écrase pas forcément l'autre, mais que l'un peut servir l'autre. Voilà. Et que je pense que c'est une fête quand même qui appartient, n'étant pas lyonnaise, vraiment à tous les Lyonnais, j'allais dire les croyants comme les non-croyants.
Oui, voilà, parce que c'est ça, souvent, des fois, on a toujours l'impression que finalement, quand on rentre dans une église, on est tout de suite happé par quelque chose de très spirituel, de très solennel, et que peut-être finalement, ça peut effrayer certaines personnes qui ne sont pas croyants à franchir le pas et à aller à la rencontre de personnes, même de leur quartier, ou qui côtoient tous les jours, mais avec qui ils ne partagent pas forcément quelque chose de spirituel. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je pense qu'on en est très conscient et que, comme je le disais, ça permet aux paroisses de sortir de leur petit cercle et de donner aussi un message de solidarité. Et il y en avait eu un très beau il y a 2 ans. Je suis arrivée il y a 2 ans à Lyon et j'ai découvert dans ma paroisse, qui était la paroisse d'Ainay, il y avait toute une projection sur l'église en solidarité avec les chrétiens d'Orient. Voilà, la guerre était vraiment encore à son sommet. Et je pense que ça, qu'on soit chrétien ou pas, tout le monde est concerné et tout le monde a été très choqué, éprouvé, secoué par les horreurs de la guerre en Syrie notamment et en Irak et touché par ces exilés, par ces migrants. Et voilà, c'était le thème même de la crèche à Aîné. Dans la crèche, il y avait une grande barque qui symbolisait les migrants. Voilà, je crois que ça nous demande de sortir de notre petit ronron. Et je pense que ça nous fait du bien. Non, mais ça, oui. Je vous le fais pas dire. Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que toutes ces personnes s'unissent autour finalement de causes ou de sentiments universels. Parce que aussi, c'est un petit peu, et beaucoup ça quand même, cette célébration. C'est une célébration de joie, qu'on soit chrétien ou non. C'est faire la fête, c'est se retrouver entre une réelle communauté de Lyonnais, avec toutes ces personnes aussi qui viennent du monde entier, que ce soit des artistes, que ce soit les musiciens qu'il y a dans les rues, que ce soit tous ces stands de vin chaud qu'on peut voir un peu pulluler un petit peu de partout. Mais finalement, ça fait une réelle ambiance familiale. Est-ce que ça vous touche particulièrement quand vous déambulez dans les rues de Lyon, de voir un peu toute cette effervescence de partout? Est-ce que ça vous plaît, ça, pendant ces 4 jours? Est-ce que c'est quelque chose de plaisant? Je sais, ça va être un petit peu de cliché de dire ça, et je le dis aussi en tant que Lyonnais, mais c'est vrai que quand on a connu cette fête depuis un certain temps, on a tendance à de moins en moins y participer, parce que malgré le fait qu'il faut le dire, tout ce qui est fait est très souvent magnifique. On a des projections qui sont fabuleuses, des artistes qui sont fabuleux aussi. Mais c'est vrai que quand on voit le monde que ça draine et l'organisation que ça demande à la ville, et donc qui souvent est un petit peu bordélique, excusez-moi du terme. Ouais. Donc c'est souvent, ça peut démotiver certains Lyonnais à y aller, en fait. Et donc je me prends aussi en exemple pour dire cela, mais je pense que ça démotive aussi pas mal de Lyonnais d'y participer. Ouais. Mais c'est ça, parce que finalement, en fait, qu'est-ce que les paroisses font? Parce que c'est une question que je te pose, parce que finalement, c'est toi la plus calée sur le sujet. Mais c'est vrai que des fois, en tant que Lyonnais, c'est vrai que nous, on l'a fait, on l'a refait pendant 20 ans, cette fête, et qu'on en devient, c'est triste à dire, parce que quand même, on a la chance d'avoir ça, et on en devient même blasé avec quelque chose d'aussi beau, donc ça en dit pas mal aussi peut-être sur notre génération, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que fait la paroisse comme événement, on va dire, pour attirer du monde dans ces églises, mais aussi sur les parvis, et pour attiser piquer l'attention de toutes ces personnes qui ne connaissent pas et qui ont encore beaucoup à apprendre, à découvrir? Il y a des événements qui sont pendant les 4 jours? Alors, il y a des événements et comme les paroisses ne peuvent pas rivaliser avec la technique employée, magnifique d'ailleurs, dans toute cette fête des Lumières à Lyon, dans tous ces monuments éclairés. Si, les églises sont éclairées, mais les paroissiens eux-mêmes, en fait, ils vont tout simplement à la rencontre des gens qui viennent à eux. C'est très simple, c'est le goût de la fête, comme vous le dites, c'est un vin chaud. C'est un petit lumignon donné à chacun, et s'ils ont envie de le déposer, même sans rien dire, dans l'église, une petite démarche, ils le font, ils sont accueillis. Vous avez parlé de nationalité. Même dans les églises, il y a des nationalités et des religions multiples. C'en est même incroyable. On a tous les continents qui sont représentés. Je ne parle pas de la basilique de Fourvière, où là, sur le parvis, c'est vraiment extrêmement cosmopolite. Et oui, de parler de la Vierge Marie en des termes
très simple. La Vierge Marie, elle est mère et elle est protectrice. Je pense que ça touche vraiment chacun. Et toute religion aussi confondue. Mais ce ne sont pas des grands discours. Il n'y a pas des grandes homélies, des textes lus. Non, pas du tout. C'est juste d'inviter les gens à une démarche. Voilà, une démarche personnelle, dans quelque chose de beau et de festif. Voilà, les enfants aussi sont accueillis, ils ont leurs petits événements à eux. Il y a un petit événement, nous, dans le quartier, qui sont des enfants qui chantent dans les rues et qui mettent des petites bougies sur les vierges qui sont à tous les angles des rues. Il y en a beaucoup, notamment dans Lyon Second. Voilà. C'est fait le 8 décembre. Oui, on y reviendra. Voilà. Je pense qu'on vous suivra pour cet petites, événement. Voilà. Beaucoup de petites choses faites par chacun. Mais du coup, et à contrario, du coup, est-ce que les moyens employés par les paroisses, en fait, pour un peu faire parler de cette fête et puis aussi surtout en connaître l'origine, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. On a créé aussi ce média pour répondre à cette question. On a entendu des réponses un peu farfelues dans notre micro-trottoir où des fois c'était, je sais pas où ils ont entendu ça, mais en tout cas c'était assez drôle pour nous. Mais est-ce que vous pensez du coup que les moyens employés par les paroisses, donc je pense surtout au porte-à-porte, tout ce genre de choses, n'est pas un peu dépassé en 2017 et que ça n'a pas finalement, on va dire, touché un large public? Alors le porte-à-porte que j'ai pratiqué une fois il y a 2 ans en arrivant pour distribuer juste des petits lumignons pour que les gens puissent venir les déposer, c'est encore une fois, pour moi, c'est pas une question de dépasser ou de pas dépasser, c'est juste aller à la rencontre des gens du quartier pour leur dire vous avez une paroisse qui est là, elle n'est pas que pour les catholiques pratiquants, elle est à vous, c'est la paroisse de votre quartier, c'est votre église. C'est pas faire du prosélytisme, c'est inviter les gens à une découverte, une rencontre. Après, nous, on n'a pas la main dessus. Voilà. Donc, je pense que le contact de personne à personne, finalement, c'est le plus vieux au monde. Oui. Mais je pense que c'est celui qui marche peut-être le mieux. Ça fait peut-être pas des grandes masses ni des grandes foules, mais c'est quand même très porteur de sens. Ça rapproche les gens en tout cas, mais en tout cas on retiendra que les portes des paroisses de Lyon sont grandes ouvertes pour ces 4 jours de célébration et elles organisent beaucoup d'événements qu'on suivra tous ensemble. Donc toujours à retrouver sur notre site internet, que vous pourrez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est aussi là pour apprendre des choses. Antoine. Oui, en effet. Et les anecdotes croustillantes, c'est toi qui nous les apportes, forcément. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un fait qu'on ne connaît pas tous, et personnellement, moi, je n'étais pas du tout au courant. Alors aujourd'hui, une anecdote croustillante. Saviez-vous que la fête des Lumières n'a pas qu'une seule origine selon les légendes ? Si la plupart des Lyonnais semblent d'accord pour dire que la fête est un remerciement des catholiques à la Vierge Marie pour avoir débarrassé la ville de la peste en 1643, une autre légende plus fantasque existe. Eh bien oui, en 1870, alors que la guerre franco-prussienne fait rage, les Prussiens se dirigent vers Lyon après avoir pris Dijon. Monseigneur Ginoulillac, évêque de la ville, avait alors un discours quelque peu prémonitoire. Il disait « Une basilique sera édifiée si Lyon échappe à la fureur des Allemands ». Et l'histoire lui donnera raison, car les Prussiens s'arrêteront net avant la cité des Gaunes, et que la basilique de Fourvière sera construite quelques années plus tard. Les Lyonnais auraient alors interprété cela comme un signe de la Vierge Marie, et la remercieraient chaque année depuis. Voilà une légende qui en dit un peu plus sur cette fête séculaire, petit rectificatif toutefois, cette histoire, bien que séduisante, est complètement fausse. Et oui, tout simplement car le second vœu des Lyonnais qui donna naissance à la fête des Lumières que l'on connaît aujourd'hui s'est déroulé 20 ans auparavant, en 1852. Oui, donc voilà, encore une légende. Donc finalement, toutes ces histoires fausses qui circulent, elles datent pas d'hier. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour en savoir plus sur la réelle origine, parce que finalement, on voudrait la connaître quand même, cette réponse. Parce qu'on a entendu des vertes et des pas mûres, mais là quand même, on va un petit peu être sérieux 2 minutes et comprendre un petit peu d'où elle vient, cette fête des Lumières. Donc Catherine, tu es aussi là pour nous parler de cette origine, de cette grande célébration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, histoire qu'on recontextualise cet événement et cette célébration? En fait, vous l'avez dit au début, vous avez retracé l'histoire qui est tout à fait juste. C'est juste la fin de l'histoire que je vais vous décrire.
c'est qu'effectivement, cette fête, elle était fêtée le 8 septembre. Ce ne sont pas des dates au hasard, c'est des dates extrêmement symboliques. C'est que le 8 septembre, c'était la date de la nativité de la Vierge. Et le 8 septembre 1852, le jour où on a voulu fêter l'inauguration de la Vierge dorée qui est sur le clocher à côté de Fourvière, comme vous l'avez dit, il y a eu des crues et la livraison de la Vierge a été retardée. Et du coup, les prélats ont décidé de faire cette fête un peu plus tard, le 8 décembre. Pourquoi le 8 décembre ? C'est toujours pas une date au hasard, c'est que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, 9 mois avant la Nativité. Tout ça, c'est fort logique. Mais ce jour-là, encore des intempéries ont empêché la fête, puisqu'il était prévu des feux de Bengale pour éclairer la Vierge, ainsi que des feux d'artifice dans toute la ville. Ce jour-là, vent violent, tempête déchaînée. Les feux d'artifice et les feux de Bengale ne peuvent pas être lancés. La fête est allumée et extrêmement spontanément, les Lyonnais, tous les Lyonnais confondus, ce n'est pas que les Lyonnais chrétiens, c'est vraiment tous les Lyonnais qui étaient extrêmement mobilisés autour de cette fête ont mis sur leurs fenêtres des lampions pour éclairer leur maison et pour manifester leur fidélité à la Vierge. Et on pouvait entendre aussi des cris, il y avait vraiment une manifestation de personnes dans les rues au Vive Marie. Donc cette fête appartient vraiment aux Lyonnais, à tous les Lyonnais. C'est vrai que c'est fou qu'on continue à pratiquer cette tradition des Lumignons, enfin des centaines d'années plus tard. C'est quand même fou de garder encore des traditions aussi ancrées dans nos temps modernes. Et je trouve ça vraiment beau finalement. Je sais pas votre avis, mais moi je trouve ça vraiment beau. C'est ce qui fait l'identité lyonnaise aussi. Hein. Non, c'est une vrai. forte identité lyonnaise. Oui. Et tous ces petits moments de fête qui se passent à Lyon contribuent à justement qu'on se sente lyonnais vraiment très, très rapidement quand on arrive à Lyon. Exactement. On fait la fête des Lumières, on se sent lyonnais. C'est vraiment c'est une belle intégration. Quoi. Oui. Et puis c'est vrai qu'on est très attachés à nos monuments parce que vous en avez parlé tous les deux, voilà, Quentin et Catherine, de cette fameuse statue qui couronne un petit peu et qui protège notre ville, hein, selon sur quel point de vue on se place. Mais je ne sais pas si vous saviez aussi, c'est qu'elle est descendue tous les 100 ans à peu près, je crois, pour être nettoyée et pour être redorée, parce que c'est quand même, elle est à un point culminant, donc elle subit pas mal d'intempéries. Et on m'avait expliqué, je trouvais ça assez intéressant de le rappeler, c'est qu'en fait les mains et les bras sont totalement disproportionnés par rapport à la stature de la Vierge, afin qu'on puisse voir ses mains briller le plus loin possible et puis qu'on puisse voir en fait ses mains. C'est pour ça qu'on peut voir vraiment son mouvement comme ça de bras et de mains ainsi. Donc là on voit la vidéo, là c'est pas très parlant la radio, mais bon. Et qu'on puisse la voir d'aussi loin parce que justement les mains sont beaucoup plus grosses que le reste du corps. Et j'avais pu le voir parce que j'ai eu la chance de le voir parce que elle avait été descendue, il me semble, en 2008. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et elle était dans une immense cage de verre avant d'être transportée en plusieurs morceaux, hein, parce qu'elle est tellement gigantesque. Et pour être nettoyée, et puis elle est flambant neuve, on va dire. Ça fait quoi ? Ça fait 9 ans, donc elle a encore... On peut le dire. Oui, voilà. Elle a encore quoi, 91 ans avant de redescendre. Je sais pas si on sera encore là, mais bon. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette émission et puis de l'avoir suivi. C'était très instructif. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. C'était voilà, donc on en a beaucoup appris et puis on va continuer d'en apprendre tout au long de ces 3 semaines. Le 8 décembre approche, donc continuez à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, et puis bien sûr l'intégralité de nos reportages, vidéos, radio, écrits sur notre site internet. Je vous en redonne l'adresse, mais vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux www.allo-media.wixsite.com. On vous retrouve, je l'espère, très vite sur nos réseaux. Et puis aussi, bien sûr, on sera présent pendant les 4 jours. On mettra une petite carte interactive très rapidement sur notre site pour que vous puissiez voir les différents sites où nous nous trouverons. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci.